Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur l'écriture collaborative. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Marie-Noëlle Marino. Marie-Noëlle est chargée de projet, rédactrice et autrice pour la jeunesse. Elle poursuit des études en technologie éducative et s'intéresse à l'utilisation des ressources numériques en éducation, ainsi qu'aux multiples façons d'éduquer différemment. Nous avons eu la chance de collaborer au quotidien avec Marie-Noëlle, qui nous aide à faire rayonner les activités du cadre 21, notamment via nos médias sociaux. Dans le cadre de son DESS en technologie éducative, elle a contribué à mettre à jour les contenus de notre auto-formation Écriture collaborative. Avec tout ce travail réalisé à distance dans les derniers mois, quelle belle occasion de faire le point avec elle sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'écriture collaborative ?» C'est un grand plaisir dans cet épisode de discuter avec Marie-Noëlle Marino, quelqu'un avec qui j'ai le bonheur de travailler au quotidien depuis plusieurs mois maintenant. Mais aujourd'hui, on parle plus précisément d'écriture collaborative. Salut Marie-Noëlle. Bonjour Maxime, comment ça va? Hey, ça va bien, puis tape une petite partie de plaisir aujourd'hui de parler de quelque chose dans lequel tu as eu à mettre vraiment les deux mains il y a quelques mois de cela pour venir bonifier le contenu de notre formation au cadre 21 qui s'appelle l'écriture collaborative et qui est là pour donner stratégies, outils, ressources pour travailler ça avec évidemment ses élèves en classe ou en virtuel, évidemment, ou les deux. Et puis, pour toi, Marie-Noëlle, si tu avais à décrire simplement qu'est-ce que l'écriture collaborative, parce que je pense qu'on va commencer avec ça. C'est quoi exactement l'écriture collaborative? Bien, pour le décrire simplement, là, c'est une écriture à plusieurs. C'est d'écrire ensemble. Puis, dans ce que je vais discuter aujourd'hui, je parle plus précisément d'une écriture collaborative numérique, donc en utilisant les outils du numérique, parce que en fait, écriture collaborative, ça pourrait être plein de gens autour d'une table avec des papiers, des crayons, puis tu sais, ça peut se faire là comme ça, mais pour la formation, quand je me suis vraiment mis dedans, c'était en utilisant les outils du numérique, puis c'est quelque chose qui s'inscrit dans la grande famille des apprentissages collaboratifs assistés par ordinateur, un peu dans la même veine que les jeux virtuels de simulation, par exemple. Donc, c'est dans la même catégorie, là. Puis pour toi, quand tu parles d'éléments, quand on dit c'est collaboratif ou quand c'est coopératif, est-ce que dans ce que tu as regardé, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est des synonymes? C'est pas des synonymes. Tu sais, dans une collaboration, là, ça va être quand tous les participants font plus librement avancer un travail avec un même objectif, alors que quand c'est coopératif, c'est quand chaque participant va avoir une ou plusieurs tâches pour faire avancer un travail. Puis si on y va encore dans plus simple pour faire la différence entre les deux, une collaboration, ça serait quand les gens travaillent ensemble, quand chaque personne s'engage vers un objectif. Alors que coopération, ça serait comme travailler avec. Donc, les gens s'impliquent au sein d'une équipe pour faire avancer un même projet. Mais dans les faits, des fois, ça peut être plus facile faire quelque chose de coopératif que de collaboratif selon les ressources disponibles, selon la classe, les apprenants. Puis, il n'y a pas... Tu sais, c'est pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, tout ce qu'on discute, puis tout ce qu'il y a aussi dans l'auto-formation, écriture collaborative, ça peut aussi s'appliquer pour de l'écriture coopérative, là. Il y a une différence, c'est pas la même chose, c'est pas une si grande différence non plus. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ça veut dire que ça revient avec, on y revient toujours, avec l'intention pédagogique qui est là au début, qui est identifiée par l'enseignant, l'enseignante, savoir qu'est-ce qu'on veut cibler comme apprentissage, qu'est-ce qu'on veut aussi évidemment le produire comme production finale de ce côté-là. Oui, exactement. Puis peut-être que un enseignant qui voudrait se lancer là, dans l'écriture collaborative, peut-être que la première fois qui va se lancer là-dedans avec ses apprenants, la première fois qu'ils vont utiliser les outils du numérique, peut-être que d'y aller de façon coopérative au lieu de collaborative, peut-être que ça peut être plus facile. Puis, tranquillement, pas vite,
laisser cette liberté additionnelle-là de l'écriture collaborative petit à petit, puis enlever l'idée que chaque personne a sa tâche, qu'il y a quelqu'un qui assigne les tâches, puis les autres exécutent, que chacun fait un peu sa petite affaire de son côté dans un but commun. C'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Ça peut probablement être inconfortable pour certaines personnes de se lancer du jour au lendemain sans beaucoup d'expérience préalable dans de la collaboration fidèle à ce que c'est vraiment, là, à sa définition, en fait. Donc, à ce moment-là, on peut dire que il y a aussi, outre l'intention pédagogique, la production qu'on veut faire, il y a encore là le contexte dans lequel on est. Est-ce qu'on est avec des jeunes, des élèves qui ont déjà travaillé ça, pour qui la collaboration, par exemple, est déjà quelque chose qu'ils ont travaillé dans d'autres contextes aussi, puis de voir comment on peut l'amener dans un processus d'écriture aussi. Est-ce que tu penses à des contextes plus particuliers, dans le fond, là, dans lesquels ça se trouve être pertinent là, d'intégrer ça? Est-ce qu'il faut absolument avoir justement un contexte numérique pour le faire, ou au contraire, un contexte plus traditionnel peut faire l'affaire aussi? Bien, je dirais que c'est varié. On peut penser à un contexte plus traditionnel où plusieurs élèves vont tout simplement collaborer à un projet d'écriture créative, faire une histoire, par exemple. Mais c'est une stratégie pédagogique qui peut également être utilisée pour créer ensemble, par exemple, un compte-rendu de lecture. Donc, l'activité, ça serait pas... Tu sais, le but, ça serait de faire le compte-rendu de lecture, puis le moyen utilisé, ça serait l'écriture collaborative. Ça peut être la même chose pour un rapport de laboratoire, une recherche à plusieurs dans le cadre d'un cours d'univers social. Puis ça peut être utilisé aussi avec des apprenants d'âge variés. Là. Puis comme on le disait tantôt, tu sais, des fois, il y a des contextes, il y a des apprenants avec qui ça peut être plus difficile, peut-être selon le niveau d'autonomie, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Puis il ne faut pas viser non plus toujours la perfection à la première fois qu'on essaie quelque chose. Donc, ça s'intègre petit à petit, puis ça permet aux apprenants de développer leurs habiletés pour être capables justement d'être habiles en collaboration, parce que c'est quelque chose de toute façon qui est rendu sur le milieu du travail, de savoir collaborer avec ses collègues, c'est un gros plus. Absolument. Puis c'est pas pour rien que la collaboration se trouve être identifiée dans les compétences transversales ici dans le programme de formation de l'École québécoise, que c'est une dimension qui a été identifiée dans la compétence numérique, là, dans le cadre de référence de la compétence numérique aussi. Donc clairement, ça semble être une compétence qui est recherchée dans un paquet de contextes. Hein. C'est pas juste un élément scolaire, c'est vraiment quelque chose qui est là à développer dans toutes les sphères de sa vie, finalement. Oui, c'est ça. Puis tu dis, c'est à développer. Si on n'a jamais eu l'occasion dans un parcours d'apprenant de collaborer, on ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, on soit de super collaborateurs. On va avoir l'habitude de travailler en solo, de faire nos petites affaires, de se faire soit dire quoi faire ou de dire aux autres quoi faire, de séparer les tâches. Donc, c'est vraiment quelque chose à développer. Puis, le contexte scolaire est parfait pour ça. Ah, absolument. Puis je dois avouer que quand je t'entends dire ça, c'est sûr que je pense à mon cadre de travail ici au cadre 21. Puis étant donné qu'on est tous en télétravail depuis plusieurs années maintenant, même dans le contexte pré-pandémique, on l'était déjà, c'est sûr que c'est des éléments qu'on a mis de l'avant, l'écriture collaborative, et qu'on utilise tous les jours, et jusqu'à un certain point qu'on développe, qu'on raffine, qu'on optimise aussi à tous les jours avec l'évolution des outils, mais aussi avec les différents projets qui ont des intentions différentes également. Puis là, justement, là, tu parlais d'apprentissage et tout ça. Est-ce que quand tu t'es penché là, pour approfondir un peu le sujet, est-ce que tu as vu des pièges à éviter là, qu'on peut déjà cibler d'avance pour voir ça là-dessus? Il faut faire attention quand on se lance dans un processus d'écriture collaborative là, avec nos élèves, par exemple. Oui, j'ai vu des pièges à éviter avant de se lancer là-dedans. Premièrement, puis c'est peut-être un piège auquel, je dirais, plusieurs personnes vont penser, là. Il y a plusieurs de ces outils-là, numériques, là, qui facilitent l'écriture collaborative, qui ont une option de clavardage entre les utilisateurs. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est facile de s'imaginer que ce qui va prendre toute la place, ça va être
les petites blagues à se faire dans le clavardage au lieu de faire avancer, par exemple, le projet d'écriture collaborative. Ah, j'ai déjà vu ça. Ça peut facilement distraire les apprenants. En même temps, donc j'ai vu que c'était un piège à éviter, sauf que j'ai vu aussi des chercheurs qui soulignaient que cet espace de clavardage-là, ça permet aussi de créer une distance réflexive par rapport à la tâche. Mhm. Donc, les apprenants vont être sur la tâche, vont prendre une petite pause, utiliser le clavardage, se faire des blagues probablement. Tu sais, je veux dire, on peut pas s'attendre à ce que le clavardage soit juste utilisé pour discuter de la tâche, mais pendant qu'ils font ça, ils se détachent un peu de ce qu'ils faisaient, puis quand ils reviennent sur la tâche, ben ils ont eu le temps de laisser reposer tout ça, puis ils arrivent un peu avec un regard neuf là-dessus. Donc, c'était pas que des désavantages l'utilisation du clavardage, mais c'est certain que c'est quelque chose à garder en tête. C'est toujours selon l'âge des apprenants, selon ces apprenants tout court, enfin, pas juste une question d'âge. Sinon, quelque chose qui est super important puis qui doit être fait avant de se lancer dans une activité d'écriture collaborative, c'est de mettre des conditions gagnantes en place, surtout avec des plus jeunes, mais avec tout le monde aussi. Donc, on parle ici d'un enseignement explicite, de bien préparer sa classe, ses apprenants à l'activité. Puis, aussi, en lien avec ça, tu sais, c'est beau de se dire, on fait une activité, puis on va dire les grandes lignes, là, puis expliquer ça aux apprenants. Il faut que l'enseignant, l'enseignante soit à l'aise avec les outils qui vont être utilisés. Parce que c'est certain que la première fois là, que l'activité va avoir lieu, là, il va y avoir des questions techniques en lien avec l'utilisation des outils. C'est pas juste d'aller chercher un tutoriel en ligne puis de le montrer à ses apprenants alors qu'on n'a, par exemple, jamais bien utilisé ça. C'est un bon début, c'est un bon outil d'utiliser un tutoriel déjà existant, mais il faut aussi que la personne enseignante connaisse un peu, elle fait des tests, elle testé plusieurs des fonctions de l'outil numérique utilisé pour être capable d'accompagner ses apprenants, de répondre aux questions, puis de ne pas être limité à la seule information qu'il y avait dans le tutoriel utilisé. Mm-hmm. Ouais, puis on sait que des fois, ça peut être l'élément rébarbatif numéro 1 de dire comme moi, là, c'est un outil avec lequel je suis pas à l'aise. Est-ce que je me lance avec mes apprenants, dans le fond, là-dedans? Est-ce que je me mets en déséquilibre qui est de façon un petit peu trop importante en sachant pas trop les différents paramètres, les différents pièges, même à éviter dans l'outil lui-même là, d'écriture collaborative? Ben oui, mais il y a des outils qui sont super simples à utiliser, puis qui peuvent être utilisés par des jeunes, tu sais, de 7, 8, 9, 10 ans. Mm-hmm. Donc, il n'y a aucune raison de penser que un enseignant, même, tu sais, un enseignant qui mange pas des technologies, là, tu sais, qui veut le faire, mais la personne va être capable. Si l'outil peut être utilisé avec, tu sais, des jeunes de 8, 9 ans que, tu sais, qui ont pas tant d'expérience avec les ordinateurs. Tu sais, il y en a, ils les utilisent et tout, mais pour des choses éducatives, peut-être un peu moins. Ils sont bons pour aller chercher des vidéos sur YouTube, souvent, là. Mais, tu sais, dans leur temps libre, ils font pas de l'écriture collaborative. Donc, il n'y a aucune raison de penser que la personne enseignante qui va se prendre du temps avant de lancer son activité pour trouver l'outil numérique qu'elle va comprendre aussi. Tout simplement, là, s'il y en a qui sont assez faciles pour des jeunes, c'est assez facile pour tout le monde, même quelqu'un qui est plus frileux avec les technologies. Mm-hmm. Puis là, quand on fait le tour là, des pour, des contre et tout ça, là, ben, évidemment, on pense qu'il y a quelque chose de positif. Du moins, à t'écouter, c'est ce que je t'entends. Il y a des questions à se poser, il y a de la préparation avant, il y a un peu de défrichage à faire, notamment avec les outils, avoir son intention pédagogique bien claire en tête aussi, puis s'adapter au contexte dans lequel on va mettre l'activité qui inclut l'écriture collaborative. Puis si tu avais, en regard de tout ça, à pointer ou une plus-value en particulier là, d'intégrer l'écriture collaborative là, dans les stratégies d'apprentissage là, qu'on met, puis jusqu'à un certain point, de contribuer à développer cette compétence à la collaboration, ce serait quoi la plus-value que tu verrais, le principal, peut-être du point de vue de l'apprentissage des élèves eux-mêmes?
Ben, c'est qu'en plus des apprentissages qui sont prévus par l'activité, en utilisant l'écriture collaborative numérique, ben, les apprenants vont développer leurs compétences numériques, là, qui est quand même assez important de nos jours. Euh, dans ces compétences numériques-là, il y a par exemple la mémorisation d'éléments liés à la littératie numérique, puis les connaissances des outils qui sont utilisés. Puis on peut se dire, ouais, mais ces outils-là, ce ne sera pas les mêmes, par exemple, sur le marché du travail. Mais quand on commence à utiliser des outils numériques, puis qu'on continue, par exemple, tout le long de sa scolarité, c'est sûr que les choses vont évoluer, mais les outils, il n'y a pas un outil qui sort du jour au lendemain qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là. Donc, d'avoir des compétences en lien avec l'utilisation d'outils collaboratifs, ben, ça va aider aussi à utiliser des outils collaboratifs futurs. On se développe une base de connaissances puis de compétences, puis c'est quelque chose qui va suivre les apprenants tout au long de leur vie. Donc, une forme de transfert, dans le fond, d'éléments clés de cette compétence-là qu'on est capable de faire puis d'évoluer dans le temps avec différents outils, là, même si les outils évoluent. Oui, puis dans plein de contextes, on parle dans un contexte scolaire, donc les apprenants ont un peu cette obligation-là de participer à l'activité puis de commencer à utiliser ces outils-là. Il n'y a rien qui dit qu'il y a de ces apprenants-là qui ne vont pas par la suite avoir besoin d'utiliser ces outils-là pour des projets personnels. Des jeunes qui aiment écrire puis qui se rassemblent pour écrire des choses ensemble vont peut-être penser à utiliser ces outils-là. Il y a plein d'autres contextes hors que des contextes scolaires pour l'utilisation de ces outils-là. Puis ça va probablement accrocher certains jeunes pour leurs projets personnels. Puis est-ce que tu y vois là aussi une occasion pour les enseignants, les enseignantes eux autres mêmes de développer quelque chose en le travaillant eux-mêmes avec les élèves? Est-ce qu'il y a un transfert possible de ce côté-là aussi, de dire que si c'est bon pour ce genre de contexte-là avec mes élèves, c'est peut-être bon dans ce genre de contexte-là pour ma formation continue, par exemple? Ben, c'est certain que tu sais, dans un département, par exemple, là, les enseignants, ils ont ce qu'ils font dans la salle de classe, puis ils ont toutes les tâches en lien avec en dehors de la salle de classe. Penser à ce qu'ils vont faire dans la classe. De pouvoir utiliser des outils collaboratifs, ça peut permettre à plusieurs enseignants de travailler des ressources ensemble, de collaborer, de co-créer du matériel, du contenu à utiliser en classe. Donc, c'est quelque chose qui peut à long terme venir changer des pratiques, là, puis venir faire en sorte que dans un département, les gens travaillent beaucoup plus ensemble parce que c'est difficile de se dire, OK, tout le monde va être libéré à telle heure, telle journée pour faire des trucs ensemble, alors que si plusieurs enseignants ont un même document de travail, par exemple un Google Doc, puis ils avancent une ressource qu'ils veulent utiliser en classe ensemble. Ils ne sont pas obligés d'être connectés en même temps. Ils peuvent la travailler ensemble, puis ça fait quelque chose de beaucoup plus, probablement beaucoup plus complet parce que chacun va y avoir mis du sien, de ses compétences, de ses connaissances, puis chacun va pouvoir l'utiliser avec ses apprenants par la suite. Donc, c'est quelque chose qui peut être super utile aussi là, pour les enseignants dans leur pratique, puis quand ils développent là, du contenu pour leur classe. Mm-hmm. Donc, de bénéficier justement de plus qu'une tête pour travailler sur un même dossier, pour faire avancer, pour optimiser, puis aussi, puis je retiens ça dans ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, le fait du temps qui est passé aussi dessus, puis qui permet peut-être de même faire des fois mûrir des dossiers, faire en sorte qu'on a quelque chose de continu à plus qu'une tête, puis qui se fait pas nécessairement là, dans un rush est très, très, très limité dans le temps, puis qu'on peut le faire vivre un petit peu plus longuement, puis qu'il mûrisse bien, puis que des meilleures idées sont apportées, puis qu'on améliore, qu'on bonifie, etc. Là. Ben oui, parce que c'est facile. C'est facile de changer des choses, d'améliorer du contenu. Tu sais, il y a des fonctions pour, au lieu de tout effacer puis de changer des choses, on peut laisser des traces, des suggestions qu'on veut faire comme changement. On peut laisser des commentaires, des notes. Donc, c'est vraiment une bonne façon de travailler un contenu à plusieurs, là, que ce soit pour les apprenants puis que pour les personnes enseignantes. Puis, justement, de le faire mûrir, de l'améliorer, puis d'avoir un meilleur contenu au final. Puis toi, est-ce que tu as pu avoir l'occasion, dans le fond, d'utiliser concrètement l'écriture collaborative dans un cadre professionnel, là, toi qui a occupé toutes sortes de tâches là, dans les dernières années, dans tout plein de contextes? Est-ce que l'écriture collaborative fait partie des stratégies, dans le fond, que tu mets de l'avant là, pour travailler? Bien, en fait, oui.
vite, je vais dire que j'ai coécrit 2 livres de cette façon-là avec 3 autres dames. Puis on utilisait Google Doc, puis on n'avait pas du temps nécessairement en même temps de disponible. Puis les 2 fois qu'on l'a fait, c'était de la collaboration. Là. On essayait d'être connectés ensemble à un certain moment là, pour se faire un plan de match. Puis ensuite, on écrivait dans différentes sections sur différents sujets selon nos connaissances, puis on bonifiait ce que les autres écrivaient. Puis donc moi, c'est quelque chose que c'est pas mal là que j'ai connu là, l'écriture collaborative. C'était dans l'environnement Google avec Google Doc, puis c'est quelque chose que j'ai utilisé par la suite. Mais en tant qu'apprenante, je l'ai vécu dans le cadre d'un de mes cours à la TÉLUQ. OK. Donc, c'est un cours de 2e cycle avec Béatrice Pudelco. En fait, la trame du cours, là, tout au long du cours, on a accès à un wiki qui s'appelle Wikipédia. Le cours, c'est Stratégie pédagogique, une approche cognitive. OK. Donc, c'est ça. C'est un cours de Béatrice Pudelco dont les travaux de recherche s'articulent entre autres autour de la pédagogie centrée sur la construction collective des connaissances, puis notamment par l'utilisation de wiki. Puis là, oui, puis dans le cadre de ce cours-là, il fallait soit bonifier du contenu sur le wiki, faire des fiches, puis, tu sais, à la TÉLUQ, on avance dans nos cours sur notre propre temps, donc on n'a pas à être connecté tout le monde en même temps, là, à un moment X. Donc, c'est un bel, je pense que le cours existe encore, là, c'est un bel exemple de confiance, tout le monde a accès à cette plateforme-là, tout le monde peut changer n'importe quoi sur le wiki, puis c'est un wiki qu'on retrouve là, quand on fait une recherche en lien avec des stratégies pédagogiques, là, ça sort super haut dans les résultats de recherche. Vrai. Donc, tu sais, c'est là, mais il y a une confiance qui est là, c'est des apprenants adultes. Mais il y a quand même cet élément-là qu'il y a une confiance pour que chaque personne va faire de son mieux en tant que, là, vu qu'on est des apprenants adultes, c'est comme un peu des futurs ou déjà professionnels de l'éducation, là. Mais, donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. À partir de ce moment-là, premièrement, je me suis renseignée beaucoup sur les wikis parce que moi, j'avais souvenir qu'on me disait dans mes études, si t'es jamais Wikipédia, c'est un petit peu n'importe quoi, tu sais. On a dit ça, n'importe quoi. Oui, puis peut-être qu'à cette époque-là, c'était un peu n'importe quoi. Là, je sais pas, c'était peut-être juste nouveau, puis on avait peur, mais de découvrir plus les wikis, puis cette forme je dirais que c'est un peu à mi-chemin entre la collaboration puis la coopération, là, dans ce cas-là, là. Ça m'a fait changer vraiment ma vision des wikis, puis j'ai trouvé ça super intéressant, un cours qui tournait autour de... Puis on pouvait améliorer autour de l'amélioration là, des sujets, puis de travailler, puis de faire de la recherche pour améliorer des fiches sur des stratégies pédagogiques. Puis ça peut être un peu n'importe quoi. Là. Un des travaux que j'ai fait, c'est de faire une vidéo qui serait ensuite citée dans les sources d'une stratégie pédagogique pour faire la différence entre 2 stratégies. Mais tout tournait autour du contenu de ce wiki-là. Puis moi, en tant qu'apprenante, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis ce qui m'a marqué, c'est vraiment que j'ai l'impression qu'on nous faisait grandement confiance là-dedans. C'est très intéressant, ce concept de confiance-là au cœur de cette écriture collaborative. Oui, parce que c'est pas toujours ça. Mais là, dans le cas d'une ressource qui est comme déjà en ligne, que chaque changement que tu fais apparaît tout de suite en ligne, je trouvais ça vraiment très, très intéressant, là. Puis ça faisait, tu sais, tu y penses à 2 fois avant de faire quoi que ce soit sur la plateforme, mais en même temps, si tu fais une erreur, puis on était invité à regarder souvent le log, le journal des modifications récentes, fait que tu pouvais aller voir ce qui venait d'être fait, puis écoute, si tu voyais qu'un collègue venait d'écrire quelque chose, puis il y avait des coquilles, ben écoute, t'étais le bienvenu à rouvrir la fiche, aller corriger les fautes que tu vois, puis donc c'était vraiment intéressant, là. Puis on avait des notes liées à notre participation, là. Donc, il fallait en quelque sorte là, regarder ce qui se passait pour essayer de voir si on pouvait pas bonifier des choses puis améliorer du contenu ou, je sais pas, corriger une erreur que quelqu'un venait de faire, là. Donc, il y avait un peu de ça, là. Notre note était en jeu, mais c'était vraiment le fun comme concept. Ouais, très intéressant
cet exemple-là, puis je présume que ce principe-là de wiki pourrait être adapté dans toutes sortes de contextes aussi. Hein. On revient à ce qu'on disait au début, hein, sur les différents contextes dans lesquels on peut intégrer ça. Cette approche-là avec les wikis qui est très collaboratif, coopératif, même comme tu l'as soulevé, et vraiment campé dans un genre de processus d'amélioration continue. Là. Hein, c'est comme un flow, dans le fond, qui pourrait comme jamais s'arrêter. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le principe même et le succès de Wikipédia aussi, là, que c'est un grand et long processus d'amélioration continue, avec évidemment là, des enjeux là, qui sont reliés, là, mais il y a peut-être vraiment quelque chose d'intéressant à explorer avec des apprenants de tous âges là-dessus aussi. Là. Ça invite au droit à l'erreur. Tu sais, quelque chose que des fois, on oublie de mettre de l'avant, là, parce que, je sais pas, là, parce qu'on est dans un monde qui va vite, puis on aime ça là, quand c'est parfait, là. Mais, tu sais, Wikipédia tout court, tu le sais que ça se peut qu'il y ait des erreurs dedans, puis t'es invité si t'en vois une, à la corriger tout simplement, là. Tu sais, c'est pas grave, c'est en ligne, mais c'est pas grave, tout se corrige, tout s'améliore. Faire partie de cette communauté d'amélioration continue. Ah ben, je trouve que ça englobe bien, dans le fond, là, toute de pourquoi on devrait s'intéresser à l'écriture collaborative. Merci beaucoup d'avoir discuté de ça avec moi pour cet épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'écriture collaborative? Cet entretien avec Marie-Noëlle Marino nous a révélé de bonnes raisons, toujours avec l'intention pédagogique bien en tête. Sans compter que cette stratégie peut être tout aussi intéressante à intégrer dans son travail hors classe avec ses collègues. Alors pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation écriture collaborative disponible à cadre21.org. Pour aller plus loin au sujet de la collaboration et de la coopération en contexte scolaire, tel qu'abordé dans cet épisode, je vous invite également à découvrir l'auto-formation Travail collaboratif, que nous avons développée en collaboration avec la dynamique équipe d'écoles en réseau. Abonnez-vous à notre infolettre via cadre21.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!